Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment ça marche, les congés? Oui, enfin non. Ok, c'est le bon moment pour faire un petit point. Dans cette première partie, on va aborder principalement la question des congés payés. Dans une seconde vidéo, on s'intéressera aux congés exceptionnels et aux congés de courte durée. La question des congés maladie, on l'abordera dans une autre vidéo. Alors, les congés payés. Au cours de l'histoire et particulièrement depuis la révolution industrielle, les congés ont fait l'objet d'une lutte importante entre les organisations syndicales et le patronat. Et même si aujourd'hui ces congés sont ancrés dans notre vie quotidienne et comme toute évolution sociale... Voilà-t-il pas que les gueux veulent, comment disent-ils déjà, une retraite? Ah bah oui, oh les salauds. Et pourquoi pas des vacances puisque nous y sommes? Ce droit au repos était perçu par le patronat comme une déviance insurmontable qui viendrait frapper la productivité et la croissance. Tout comme l'abolition de l'esclavage et le travail des enfants en leur temps d'ailleurs. Vous êtes sûr que vous exagérez pas un peu? Mais bref, aujourd'hui, les congés payés correspondent à 5 semaines de congés par an. Et là, on va déjà faire une parenthèse. La première loi instaurant des congés payés en France remonte à 1853 sous Napoléon III. À cette époque, les congés n'existent tout simplement pas et les temps de repos sont liés au culte avec les dimanches chômés et les fêtes religieuses. Seule la haute bourgeoisie a les moyens financiers et le temps de prendre des vacances. Dans l'industrie, les luttes ouvrières permettent d'obtenir auprès de quelques conventions patronales des jours de congé au bénéfice des travailleurs sans rémunération. Il faudra attendre 1936 avec l'arrivée au pouvoir du Front populaire et les accords de Matignon pour que les congés payés deviennent un droit universel. Les Français découvrent les vacances en bénéficiant de 15 jours de congés payés par an. Grâce aux nombreuses luttes syndicales, en 1956, les congés payés passent à 3 semaines par an. Le tourisme et l'industrie des loisirs se développent. En 1969, la loi de 1965 est promulguée et les congés passent à 4 semaines par an. En 1982, le gouvernement socialiste instaure la 5e semaine de congés payés. Aujourd'hui, la précarisation du monde du travail, l'ubérisation et même le télétravail soulèvent des questions importantes quant au maintien du droit aux congés payés. De nombreux secteurs tentent de faire passer des mesures de flexibilité dans les conditions de prise des congés ou dans le maintien des repos exceptionnels. Mais alors, où en est-on aujourd'hui ? Alors, chaque mois travaillé donne le droit à 2,5 jours de congés payés. 2,5 jours fois 12 mois, ça fait 30 jours par an. Seules quelques situations bien spécifiées par la loi peuvent amener à une diminution du nombre de jours de congés par an, ce qui se nomme les périodes non assimilées. La grève, le congé parental à temps plein, la mise à pied, le congé sabbatique et le congé sans solde. La convention collective prévoit que les absences pour accident du travail ou de trajet et les congés pour soigner un enfant malade ou pour des événements familiaux sont considérés comme périodes assimilées. On conserve nos droits au congé sur ces périodes d'absence. Il peut y avoir une réduction du temps de congé payé en cas de maladie, mais ça fera l'objet d'un autre petit point. On a donc 30 jours de congés payés par an à poser sur des jours ouvrables, les jours pouvant être travaillés. Donc ici, 6 jours par semaine. Le RH étant obligatoire, cela fait donc 5 semaines de 6 jours à poser par an. Notez bien que la loi prévoit que vous puissiez poser 24 jours ouvrables, soit 4 semaines, dans la période légale de congé, à savoir du 1er mai au 31 octobre. La 5e semaine devra être posée en dehors de cette période. Toute petite parenthèse. Selon la convention collective, l'année de référence afin de calculer ses droits en congés payés se fait sur la période allant du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours. Mais par accord d'entreprise, la Fondation prend comme période de référence l'année civile, du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente. Et ça change un peu la donne. Imaginons que vous signez un CDI le 1er février. Il vous faudra alors attendre la fin de la période de référence, donc jusqu'au 1er janvier de l'année suivante, avant de pouvoir poser des congés payés. Si la période de référence était celle prévue par la Convention, dans la même situation, vous auriez travaillé 4 mois sur la période de référence, du 1er février au 31 mai, et vous auriez pu poser 2,5 jours x 4, soit 12 jours ouvrables, donc 2 semaines, de congés payés sur l'année en cours. L'été par exemple. Moi je dis ça. Aussi, si vous ne prenez pas vos congés payés sur une année, vous ne pourrez pas les reporter au-delà du 31 décembre de l'année en cours, ni prétendre à une indemnité compensatoire. Il s'est envolé. Ceci sauf accord particulier entre vous et votre employeur, en cas de maladie, d'accident du travail ou de trajet, de congé maternité ou en cas de rupture de contrat. Voilà! Là c'est pro! Là je comprends! Alors maintenant, comment tout ça est calculé ? Les semaines de vacances sont posées sur les semaines légales, du lundi au dimanche. Dans la Fondation, il est impossible de glisser les semaines de congés payés, du jeudi au mercredi suivant par exemple. Quand vous posez une semaine, c'est une semaine complète.
Pour le calcul des heures, si vous êtes à temps plein, chaque semaine de congé payé correspondra à 35 heures posées. Si vous travaillez habituellement 7 heures par jour du lundi au vendredi, votre semaine de congé n'aura pas d'impact sur votre compteur. Ah, vous comprenez? Non. Maintenant, prenons l'exemple d'un roulement composé de semaines différentes. Imaginons que vous ayez un roulement sur 8 semaines et que ces semaines ne soient pas égales, ce qui est souvent le cas dans les services de soins. Certaines semaines, vous travaillez 42 heures avec un week-end par exemple, d'autres 28 heures. Sur ces 8 semaines à temps plein, le nombre d'heures travaillées est de 8 fois 35, 280 heures. Si vous posez une semaine de congé sur une semaine à 42 heures, cette semaine comptera pour 35 heures et non pour 42 heures. Il manquera donc 7 heures sur votre roulement. Le total d'heures sur ces 8 semaines ne sera plus de 280 heures, mais de 273. Ces 7 heures seront mécaniquement retirées de votre solde annuel. Si maintenant vous posez une semaine de congé payé sur une semaine où vous deviez travailler 28 heures, il y aura 7 heures en plus sur votre solde, comme si vous aviez travaillé 35 heures et non 28. Alors sachez au passage que ce mode de calcul est illégal. Les congés devraient être posés selon la loi en jours, quel que soit le nombre d'heures travaillées, et non pas en heures. C'est la loi. On aura sûrement l'occasion d'en reparler lors d'une autre vidéo. Pour les temps partiels, le principe reste le même. Vous avez également droit à 5 semaines de congés payés par an, à ceci près que le temps de travail hebdomadaire est calculé en fonction de votre contrat. Si vous travaillez à mi-temps, la semaine de travail correspondra à 17 heures et 30 minutes. Sachez aussi que les heures supplémentaires effectuées n'ouvrent pas de droit à des congés payés supplémentaires. Les heures sont soit récupérées sur des repos compensatoires, soit rémunérées. Enfin, en théorie. Pour les CDD, vous avez 2 possibilités. Soit votre contrat est suffisamment long pour vous permettre de poser une ou plusieurs semaines durant ce contrat, le mode de calcul est identique au CDI, vous avez le droit à 2,5 jours de congés payés par mois travaillé sur la base de votre temps de travail. Ou bien vous touchez une rémunération compensatoire correspondant à vos droits en fin de contrat. Ça correspond à 10% du salaire brut et c'est souvent le cas sur les contrats courts. Tenez, puisqu'on y est, comment se calcule votre rémunération sur vos congés? Alors, la prise de congé ouvre droit à une indemnité compensatrice équivalente à ce que vous auriez perçu si vous aviez travaillé. D'ailleurs, sur votre fiche de paye, votre salaire est calculé comme si vous aviez travaillé. L'indemnité compensatrice est ajoutée puis retirée, ce qui rend l'opération transparente. La loi prévoit 2 modes de calcul de vos indemnités, celui retenu étant toujours le plus avantageux pour l'employé. Le premier consiste à proratiser le salaire brut, ce qui inclut l'ensemble des primes perçues lors du calcul de ce même salaire, ancienneté, dimanche, ségur, etc. On prend le salaire brut du mois, on divise par le nombre de jours ouvrables, dans notre situation le nombre de jours du mois moins les dimanches, et on multiplie par le nombre de jours de congés payés, 6 jours ouvrables par semaine. Et on a le montant de l'indemnité de congés payés. Ça, c'est la méthode du maintien de salaire. C'est compliqué, mais c'est compliqué. L'autre méthode est appelée méthode du 1/10. On prend le salaire brut total de l'année de référence, souvenez-vous, du 1er juin au 31 mai, on divise par 10 et on a le montant de l'indemnité pour nos 30 jours de congés payés pour l'année. Si on a pris une semaine de congés payés dans le mois, donc 6 jours, on divise ce montant par 30, le nombre de jours ouvrables pour nos congés payés de l'année, et on multiplie par les jours qu'on a pris. Ici, une semaine de 6 jours. Alors ce calcul n'est possible qu'à la fin de la période de référence. Vous trouverez sur votre bulletin de salaire du mois de juin la régulation de la méthode du 1/10 si celle-ci est à votre avantage. La mention 1/26 correspond au calcul de votre temps de présence une fois les congés déduits sur l'année. Ok, on a presque fini sur les congés payés. Il reste 2 ou 3 petites choses supplémentaires à savoir. Selon les périodes durant lesquelles vous posez vos congés, vous pouvez bénéficier l'année suivante de jours de congés supplémentaires, aussi appelés jours de fractionnement. La loi définit l'obtention de ces jours selon 2 situations. La première, le salarié prend entre 3 et 5 jours ouvrables en dehors de la période légale de prise des congés principaux, du 1er mai au 31 octobre, en plus de sa 5e semaine. Cela donne droit à 1 jour de fractionnement. La deuxième situation, le salarié prend au moins 6 jours ouvrables en dehors de la période légale de prise des congés principaux, toujours en plus de sa 5e semaine. Cela donne droit à 2 jours de fractionnement. Ah, c'est surprenant. Ah oui. Une dernière chose, les cadres bénéficient de 2 jours de congés payés supplémentaires par an, soit 32 jours ouvrables.
Ah oui, c'est bon à savoir. Quand un jour férié est inclus dans votre période de vacances, ce jour ouvre le droit à une indemnité compensatrice. Cette indemnité vous est versée l'année suivante dans le cadre de la compensation 1/10, 1/26. Ce serait intéressant d'ailleurs qu'on ait le détail sur nos bulletins de salaire. Allez, une toute dernière chose. Quand vous posez des congés payés sur un dimanche ou un jour férié durant lequel vous étiez censé travailler et que ce jour de travail fait partie de votre roulement prévisionnel, vous conservez vos primes de dimanche et de férié. C'est bien ça. Voilà, c'est la fin de cette première partie. On se retrouve très vite pour parler des situations particulières et des congés exceptionnels dont vous pouvez bénéficier. D'ici là, n'hésitez pas à solliciter vos représentants du personnel si vous avez des questions. On se dit à bientôt et on fait un petit point.